c'est la troisième partie, pas la deuxième. Donc, comme je le disais, tout change à ce moment-là. Et il va nous décrire un environnement campagnard, la nature qu'il voit autour de lui et la nature qu'il va mettre en parallèle avec son cœur, avec sa personne. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine, et ceux d'argent des soldats passent. Deux évocations, l'évocation d'animaux et puis l'évocation des soldats et un réseau d'images un peu enchevêtré que je vous avais demandé d'étudier dans les questions. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine, c'est quand même super joli ça. Donc flocons de laine, flocons de neige, à l'oreille c'est très proche. On a une image qui est assez proche de celle qu'on avait vue dans Zone pupille Christ de l'œil. Vous voyez, une métaphore qui s'appuie sur un déplacement. C'est-à-dire que les deux, le comparant et le comparé, sont finalement très proches dans la phrase. Et ici, eh bien, la neige, elle va donner la naissance à l'image flocon de laine, mais elle est évoquée, elle est très proche. Alors qu'il aurait pu l'enlever, vous voyez. Donc il l'évoque comme un environnement. Ça peut paraître étonnant parce que finalement les premières strophes ne nous suggéraient pas qu'on était en hiver et qu'on était dans un environnement enneigé. Les brebis, elles sont effectivement couvertes de laine. Donc cette métaphore, elle va associer la neige avec la laine autour à la fois de la texture et de la couleur. Donc on a une métaphore qui peut faire penser aux correspondances baudelairiennes, ce qu'on appelle les synesthésies, quand il dit les couleurs, les sons, les parfums se répondent. Donc ici, la métaphore associe couleur et texture en associant la neige et la laine autour de cette blancheur des brebis. Pourquoi les brebis une question qu'on pourrait se poser. La brebis, c'est la maman de l'agneau. On a travaillé sur la dimension un peu mystique d'Apollinaire. L'agneau, c'est un symbole de pureté. Donc ce qui est évoqué ici, c'est un environnement extrêmement pur, donc déérotisé, désexualisé. Ça va donner une image particulière de cet amour qui est évoqué, puisqu'on a quand même une réflexion sur l'amour dans ce poème. Là, on n'a pas un amour tel que celui qu'on peut trouver chez Baudelaire, avec un amour très sensuel, très charnel. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Salomé, le mythe originel, le mythe retravaillé dont s'inspire Apollinaire. Ici, tout est blanc, tout est pur. Les animaux eux-mêmes, les brebis, elles sont associées au lait avec lequel on fait des fromages, qui est un aliment blanc, qui est un aliment pur, qui est un aliment nourricier, un aliment qui est lié à la fécondité et à la vie des humains. Et cet environnement là qui est décrit entre les animaux et la neige est immaculé. Il est d'une pureté complète, il est candide. Candidus en latin, ça veut dire blanc. Donc le fait d'être candide, le fait d'être naïf, de ne pas mentir, de ne pas tromper, de ne pas manipuler, c'est associé symboliquement à la blancheur. J'enlève le machin qui s'affiche, si j'y arrive. Et donc c'est ce qu'on a ici, avec l'enjambement. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine, qui permet d'établir le lien avec la métaphore qui suit, qui va faire intervenir les soldats, qui va intégrer les soldats à cet environnement. Alors les brebis et les soldats, évidemment, ça contraste. Ça contraste puisque les soldats appartiennent à un univers viril, les brebis c'est féminin. D'ailleurs, la première rime dans cette strophe-là est féminine, c'est une des strophes qui a une majorité de rimes féminines, neige qui se réduplique en neige, ce qu'on appelle une rime équivoquée, quand c'est le même mot écrit, le même son porté par des mots différents, écrit différemment, neige et que neige. Et donc les soldats, ils viennent contraster, c'est des hommes, les brebis sont des femelles, ils sont violents quand les brebis sont douces, les brebis, comme
comme porteuse de l'agneau. Et tous ces gens-là sont en mouvement. Donc les brebis s'en vont et les soldats passent, alors que les 2 premières strophes étaient statiques. Les 2 premières strophes n'évoquaient pas de mouvement. La danse, c'est un mouvement, mais c'est un mouvement en rond, enfin, sur place. On ne danse pas en faisant 15 km. C'est pas transitif, la danse. On ne va pas quelque part en dansant. On ne se déplace pas. Alors que la nouvelle thématique qui va venir interférer avec la thématique amoureuse, c'est la thématique du mouvement, un mouvement qui va être un mouvement non seulement spatial, mais surtout temporel. Alors l'idée du mouvement temporel, on l'avait au départ. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Et c'est là-dessus qu'il va rebondir, en fait. Donc les flocons d'argent des soldats, bah, c'est leurs épaulettes et toutes les décorations et tous les machins en métal que les soldats peuvent avoir sur leurs uniformes et leurs armes, enfin tout le métal qui peut refléter la lumière dans l'habillement des soldats. Et donc vous remarquez bien le lien entre s'en vont et passent. Le poème qui est en arrière-plan ici, c'est le pont Mirabeau. Je vous ai dit qu'il fallait établir un parallèle entre ce poème et le pont Mirabeau. On l'avait avec les diérèses, silencieux, délicieux, diérèse tout à fait étonnante qu'on trouve dans le pont Mirabeau, alors qu'on trouve où l'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Parce que c'est versifié, le pont Mirabeau, c'est pas un poème en vers libre, et on est obligé de faire la diérèse sur violente. Donc il insiste de la même manière, vous voyez, dans les adjectifs, sur l'adjectif en rendant la prononciation de cet adjectif artificielle. La poésie, c'est une langue artificielle, c'est une langue codifiée, une langue à contrainte. On joue, on organise, on sculpte la langue dans la poésie. Et la diérèse, c'est ça, c'est la façon de sortir le mot de la prononciation habituelle de la langue vulgaire pour en faire quelque chose, pour en faire un objet poétique. Et donc ce thème du passage, il est dans le pont Mirabeau aussi. Vous voyez, l'amour s'en va, comme les brebis s'en vont. Les jours s'en vont, je demeure. Donc ça c'est le refrain. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Quand donc reviendrez-vous, Marie, venir, les jours s'en vont, les brebis s'en vont. Donc on a cette idée du mouvement des choses qui rend visuel, qui matérialise visuellement le mouvement du temps, le passage du temps. Et que n'ai-je un cœur à moi, ce cœur changeant, changeant, et puis encore que sais-je. Et là, ça bégaye, en fait. Là, tout est dans le que n'ai-je et le que sais-je. Ce que nous dit le poète, c'est l'hésitation, le trouble, la perte d'identité de celui qui est amoureux, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus ce qu'il veut exactement, qui est perdu. Et c'est une très jolie évocation. Vous vous souvenez, l'objectif de la poésie, c'est de dire mieux que nous ce que nous ressentons. C'est ce que vous avez trouvé dans Pao Kamehae de Victor Hugo. Il dit la douleur du deuil d'une manière si belle, si parfaite, si travaillée, si juste, que n'importe quel lecteur peut s'y retrouver, qu'il ait ou non vécu lui-même un deuil. Il touche à l'universel humain, en fait, à travers la beauté de sa langue. Ben, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez, il est en train de décrire le trouble amoureux, l'espèce de magma informe qui est à l'intérieur de celui qui aime sans être aimé. Que n'ai-je un cœur à moi, ce cœur changeant, changeant. Vous voyez, la répétition, ça dit le brouillage. Il répète 2 fois le mot cœur. Il répète que n'ai-je, que sais-je. Il répète 2 fois changeant. Vraiment comme un bégaiement, comme une espèce d'obsession, comme quelque chose qui n'arrive pas, voyez, à s'exprimer, à sortir, à prendre forme réellement. Cette idée du cœur changeant, c'est un topos, c'est un lieu commun. Le fait que le cœur ne soit pas compréhensible, que le cœur reste un mystère, parce que le cœur change, on ne sait pas pourquoi on aime, on ne sait pas pourquoi on n'aime plus, on ne sait parfois pas pourquoi on est triste, on ne sait pas pourquoi on est joyeux. Enfin, bon. Donc le cœur, c'est à la fois quelque chose qui nous est propre, que n'ai-je un cœur à moi,
parce qu'en fait, ce cœur, bah, il l'a donné à Marie. Donc il a été dépossédé de lui-même par ce sentiment amoureux. Il voudrait reprendre possession de lui. Et dans le même temps, bah, ce cœur qu'il aimerait récupérer, il ne le maîtrise pas. Parce qu'il est en mouvement de façon permanente, parce qu'il n'est pas stable, parce qu'il n'est pas quelque chose de totalement fiable, d'assuré. Et puis encore que sais-je, où s'en iront tes cheveux, crépus comme mer qui moutonne, sais-je où s'en iront tes cheveux, et tes mains, feuilles de l'automne que jonchent aussi nos aveux. Strophe surréaliste, puisque vous avez bien senti que le sens des deux derniers vers n'était pas complètement évident, complètement offert. La strophe est construite comme une chanson, avec une sorte de refrain, une sorte de répétition. Sais-je où s'en iront tes cheveux, sais-je où t'en iront tes cheveux. Pensez au pont Mirabeau, vous avez un refrain, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. C'est répété 4 fois dans le poème. Donc ces répétitions vont donner une allure de chanson au poème. Et c'est là, dans cette chanson, qu'est introduit le corps de la femme. Parce que finalement, à part à travers la maclotte, qui est une danse qui se danse surtout avec les pieds, on n'avait pas tellement d'évocation du corps de cette fameuse Marie. Or, ici, son corps est intégré directement au poème par le possessif T et par ce détail, cette partie du corps humain qui a une charge amoureuse, qui a une charge érotique très forte, qui est la chevelure. Donc dans mes questions, je vous incitais à aller lire le poème de Baudelaire qui s'intitule La chevelure et de feuilleter un petit peu quelques poèmes de Baudelaire pour voir à quel point la chevelure a un impact essentiel. Et cette strophe, autant la deuxième strophe était verlénienne, autant cette strophe, le début de cette strophe est baudelairienne par l'association entre les cheveux, la mer et les moutons. C'est la chevelure qui moutonne dans l'encolure du poème baudelairien. Donc c'est une métaphore assortie d'une comparaison. Les cheveux sont comparés à une mer et la mer est comparée métaphoriquement à un troupeau de moutons. Du coup, on retrouve les brebis du début et ça justifie le choix de la brebis plutôt que de l'agneau, plutôt que je sais pas, d'une vache blanche ou d'une chèvre blanche dans la strophe 3. Sais-je où s'en iront tes cheveux? Alors c'est une métonymie, parce que si les cheveux partent, vous avez rarement vos cheveux qui se barrent tout seuls. Alors il faut consulter. Si vous avez une perruque et qu'il y a le vent qui fait sauter la perruque, ou un copain qui avec une canne à pêche vous fait une blague du haut de la fenêtre et vous pique votre perruque. Mais normalement les cheveux ils s'en vont pas tout seuls. Donc si les cheveux s'en vont, c'est que la personne qui est sous les cheveux, elle s'en va aussi. Ça, c'est la corrélation du 5e vers. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Il demande quand elle revient, parce qu'elle est partie. Sais-je où s'en iront tes cheveux? Ou parce qu'elle va partir, ou parce qu'il pense qu'elle va partir. Parce qu'on a un futur. Sais-je où s'en iront tes cheveux? Donc soit elle est déjà partie et elle va continuer à partir, soit elle va partir. On a une indication, une sorte de description physique de la femme. Alors c'est quand même super succinct, ça tient en un adjectif, crépus. C'est rare quand même les cheveux crépus dans les pays, enfin en Flandre, en Belgique, dans les Ardennes, dans le nord de la France. Donc c'est un détail qui est quand même assez étonnant, cette notion. Et là aussi on peut se poser la question de savoir si c'est une notation autobiographique évoquant une femme réelle, ayant ce détail dans sa chevelure, ou si c'est simplement un adjectif qui permet d'être en cohérence avec la métaphore qu'il fabrique, avec la métaphore de ses cheveux comparés à la laine crépue des brebis, de ses cheveux qui moutonnent comme l'écume de la mer. Parce que la mer qui moutonne, c'est la mer qui fait des vagues, et qui fait aussi cette écume, donc cette espèce de mousse blanchâtre quand les vagues viennent se briser. Sais-je où s'en iront tes cheveux? Il répète le vers et tes mains. Donc il répète et il ajoute une variation avec le copulatif et, la conjonction de coordination.
Donc vous voyez comment on fonctionne, on pose la phrase, on la développe par une image, on reprend la phrase et on la complète. Et tes mains, feuilles de l'automne, que jonchent aussi nos aveux. Alors ça c'est une très jolie métaphore. Les mains, feuilles de l'automne, c'est une métaphore complètement surréaliste, elle n'a aucun sens. De comparer, c'est même un peu gore quand même, de comparer les mains à des feuilles d'automne qui tombent, c'est un peu limite. Mais c'est une métaphore qu'on retrouve ailleurs chez Apollinaire, dans d'autres poèmes, je crois que je vous l'ai mentionné dans les questions. Donc ça fait partie d'un lieu commun de l'imaginaire d'Apollinaire, de voir, vous savez qu'on a dans le monde poétique, on a chacun son propre imaginaire, ses propres associations. Comme quand vous regardez les nuages, vous allez voir des formes dans les nuages. Mais en fonction de votre personnalité, vous allez voir des types de formes particuliers. Certains verront des chatons trop mignons ou des pandas ou des licornes à plumes, et d'autres verront des monstres, des dragons, des machins, ou d'autres verront des avions, ou des trains, ou des camions de pompiers, c'est des garçons de 5 ans. Donc chacun a son imaginaire propre, et c'est cet imaginaire qui s'exprime à travers les métaphores que l'on peut fabriquer. Donc ici, cette métaphore, elle révèle cet imaginaire quand même assez mélancolique d'Apollinaire. C'est vrai qu'Apollinaire, c'est un clown. Il fait des blagues assez régulièrement. Mais c'est un clown triste. Derrière ce clown, il y a une personnalité profondément mélancolique, euh, avec une espèce de tristesse ancrée, un pessimisme assez grand, malgré son amour de la modernité, du changement, etc. Je regarde si c'est pas trop long. Ça va. Et c'est ça qu'on voit dans cette image. Vous voyez, les mains, feuilles de l'automne, les mains qui ont cette forme, effectivement, la forme des feuilles un peu recourbées qui tombent des arbres à l'automne, mais, euh, mais c'est comme une image d'échec. Parce que la relation amoureuse, les mains, c'est un lien. On touche l'autre, les mains se nouent. Le rituel du mariage chez les Romains, par exemple, c'était un serment de main. Le marié tendait sa main droite à la mariée, qui lui tendait sa main droite. Les deux mains s'unissaient, on entourait les deux mains d'un lien, d'un ruban, et c'était ça qui, visuellement, symbolisait le mariage. Donc les mains, c'est normalement un, un organe qui nous permet de toucher l'autre, d'entrer en contact, d'entrer en relation, d'être relié à l'autre, et même d'entrer en communion. C'est ce qui permet de caresser, c'est ce qui permet de tenir. Les couples, spontanément, se tiennent par la main et vont marcher deux par deux en se tenant par la main. Ils ne se tiennent pas en laisse. Vous voyez, mon chien, quand je le promène, je ne le tiens pas par la main, je le tiens en laisse. Alors qu'un amoureux, une amoureuse, on le tient par la main. Ici, bah, ces mains, elles sont mortes. Parce que les feuilles d'automne, elles tombent pas comme ça, ne font pas du yo-yo. C'est pas je tombe, je rebondis. C'est pas les élastiques là, sur les plages qu'on a pour faire des sauts. Donc elles vont pas remonter après, elles vont pas remonter, se regreffer et dire oh ça y est, je recommence, c'était sympa de descendre et puis maintenant je remonte. Une fois qu'elles tombent, c'est parce qu'elles sont mortes. Donc on a cette évocation des amours mortes, justement. Donc, et tes mains, feuilles de l'automne, que jonchent aussi nos aveux. Alors, il y a une énorme ambiguïté autour du relatif que. Parce que nos aveux est sujet de jonche, donc nos aveux jonchent aussi, comme les feuilles de l'automne. Mais elles jonchent quoi? Parce que euh, qu'est-ce qui pourrait être l'antécédent de que? Automne, feuilles ou mains. Il y a peu de chances que les aveux jonchent les feuilles, il y a peu de chances que les aveux jonchent les mains. En réalité, le plus vraisemblable, ce qui ne veut pas dire le plus clair, c'est que les aveux jonchent l'automne. Donc l'automne, c'est une saison, et une saison qui est matérialisée par ce tapis de feuilles mortes qui jonchent le sol. Et c'est ce qu'on a ici. Et en fait, les aveux, c'est l'aveu amoureux. C'est la déclaration d'amour que le poète a adressée à cette femme. Et en lui adressant cette déclaration d'amour, eh ben, il a vu la déclaration tomber dans le vide. Comme la main de la femme est retombée, parce qu'elle ne s'est pas tendue vers lui, comme les feuilles de l'automne mortes tombent à terre et jonchent le sol. Vous voyez à peu près ce que le poète veut nous dire, mais ce n'est pas super clair, c'est qu'une hypothèse d'interprétation. Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine,
il coule et ne tarit pas. Quand donc finira la semaine? Alors, strophe super mélancolique, hein, quand on a lu ça, on peut aller se pendre. On voit que le gars, il n'est pas heureux. C'est une magnifique évocation de cet état d'inertie, de peine, de souffrance molle et de souffrance amorphe que tout le monde, euh, sûrement, enfin, je pense, a ressenti à un moment donné quand il était amoureux et que l'autre en a rien à carrer de l'amour qu'on lui porte. Il passe au bord de la Seine. Là, il est revenu chez lui. Il n'est plus dans l'environnement du début. C'est la fameuse scène du pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Donc, on a ici le pendant exact du pont Mirabeau. Il passe le long des quais de Seine. Pourquoi peut-on imaginer que c'est à Paris et pas en Normandie ou à n'importe quel endroit du trajet du cours de la Seine? Pourquoi peut-on penser que c'est à Paris? À cause du livre ancien. Les quais de Seine à Paris sont bordés par des bouquinistes, et ça depuis très très longtemps. Donc sont bordés par des bouquinistes, par des vendeurs de livres anciens. Et Apollinaire fréquentait assidûment ces bouquinistes, comme toute personne normale qui se respecte, qui va aller chercher des livres anciens. Et donc ce petit détail, le fait qu'il se promène avec un livre, et pas n'importe quel livre, mais un livre ancien sous le bras au bord de la Seine, ça nous laisse penser, ça suggère, on n'est pas dans la description, on n'est pas dans quelque chose de lourd, on est dans la suggestion. Ça suggère que la scène décrite ici se passe à Paris, ce qui n'est très certainement pas le cas des scènes antérieures. Il n'y a pas beaucoup de brebis s'en allant dans la neige à Paris. Donc les scènes antérieures ont lieu ailleurs. Ici, on a sûrement une ellipse temporelle. On n'est pas au même moment. Et tout ce qui précède, c'était dans la tête du poète. C'était une sorte de souvenir. Il évoque, comme un roman photo, vous voyez, il évoque, je ne sais pas si ça vous parle, le roman photo en fait, c'est pas de votre génération, une story, c'est sur Insta ou sur Snap, je ne sais pas qu'il y a des stories, quand on a des suites comme ça de photos qui en fait vous permettent de raconter, on fait 6 moments, 8 moments, et à travers ces 8 moments, on va reconstituer la soirée, on va reconstituer les vacances, on peut suivre une histoire en donnant comme ça, hop, quelques focus sur des images. Donc c'est ça qu'on avait auparavant. On avait pour chaque strophe un élément différent de son histoire avec Marie, et puis le retour au réel, un retour au réel au passé quand même. Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Je passais au bord de la Seine, c'est pas du tout normal comme construction. On ne dit pas qu'on passe au bord de la Seine, on ne passe pas au bord de l'Oise. On est au bord de l'Oise, mais sinon on passe sur les quais ou sur les bords d'eux. Ici, au bord d'eux, c'est à la limite d'eux. Comme si la Seine était une frontière, vous voyez, un autre, l'entrée dans un autre univers. Et parce que la Seine, elle a cette valeur symbolique, elle est l'image du temps. Et l'image obsédante, parce qu'il ne peut pas, il est juste à côté, il ne peut pas ne pas voir ce fleuve qu'il évoque partout dans son poème en permanence. Ce fleuve qui découpe Paris. Je vous rappelle que Paris, ça a quasiment la forme d'un cœur. Et la Seine, ça taillade Paris, ça découpe complètement Paris. Et c'est l'image du temps. Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine. C'est-à-dire que la littérature, elle ne vous console de rien du tout. Il a un livre sous le bras. La littérature, il y en a plein qui se disent, oui, mais quand on lit, on se réfugie dans les livres. C'est comme si c'était un médicament contre l'ennui ou un médicament contre le mal de vivre. Mais la littérature, elle ne guérit pas de quoi que ce soit. Parce qu'en plus, elle nous fait nous poser plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Elle nous amène à nous interroger, elle nous amène à douter, elle nous amène à nous remettre en cause. Donc ce livre ancien, il est sous le bras, il ne va pas y chercher des réponses. Il n'y a pas de consolation apportée par ce livre, puisqu'il n'est pas en train de le lire, il ne peut pas s'y plonger. De la même manière qu'il ne plongera pas dans la scène, il reste à côté et il voit le temps passer, il n'est pas dans le temps. En fait, il subit
ce passage du temps qui éloigne son amour, qui ne la fait pas revenir, qui ne lui permet pas de revivre peut-être les quelques moments où il a raté quelque chose, où il a manqué quelque chose. Et ce temps qui s'écoule, comme le fleuve s'écoule, pensez à Lamartine, avec toute la métaphore de l'eau dans le lac. Et ce fleuve, il est comparé aussi à la douleur du poète. Donc vous avez un trio métaphorique, fleuve, temps, douleur. Donc le fleuve est pareil à ma peine. Le mot peine, on l'avait déjà entendu, mais vous aimez à peine. Il s'écoule et ne tarit pas. Quand donc finira la semaine? Nouvelle question qui clôt le poème, qui arrive après cette métaphore du temps liquide, cette métaphore qui associe le temps à un fleuve, qui est un super topos magnifiquement utilisé, magnifiquement réécrit par Apollinaire, et qui est un topos qu'on a depuis l'Antiquité. C'est un truc qu'on ne sait même plus qui l'a inventé. Enfin, c'est tellement évident, c'est tellement présent partout que ça n'a pas d'origine, vous voyez, dans la pensée humaine. Donc après ce développement sur 4 vers, précisément même sur 3, je passais au bord de la Seine, le fleuve est pareil à ma peine, qui rime, il s'écoule et ne tarit pas. Après cette évocation de cette métaphore qui dit le fait que le poète est inconsolable. Il y a un recueil de poèmes de Anna Noailles, je crois, qui s'intitule Le cœur inconsolable. C'est contemporain d'Apollinaire, c'est les années 1910, peut-être 1912 ou un truc comme ça. Donc c'est ça qu'il nous dit ici à travers cette métaphore. C'est que le temps a beau couler, bah, la douleur, elle ne passe pas. Parce qu'on nous dit tout le temps, oui, le temps efface toutes les peines, le temps efface tout, etc. Bah, c'est pas forcément vrai. Non. Il y a des cicatrices qui restent. Il y a des choses que vous allez vivre, des blessures que vous allez recevoir, elles vont peut-être jamais cicatriser. Il y a des blessures qui restent purulentes, il y a des blessures qu'on continue à gratter. Parfois, elles ne cicatrisent pas parce qu'on ne veut pas qu'elles cicatrisent, parce qu'on appuie tout le temps là où ça fait mal. Puis parfois, elles ne cicatrisent pas malgré tous les efforts qu'on fait pour que ça ne cicatrise pas. Donc l'idée que le temps efface tout, que le temps guérit tout, c'est un lieu commun, enfin c'est pas du tout un lieu commun évident, c'est pas du tout un lieu commun dont la véracité est complète, et lui affirme le contraire, il affirme la pérennité, l'éternité de sa douleur. Donc c'est quand même on est complètement dans l'élégie, vous voyez, le chant d'amour malheureux, c'est quelque chose qui correspond parfaitement au genre élégiaque. Et bah, ce qu'il espère, c'est comment dire, une limite, un arrêt de sa douleur, quand donc finira la semaine. La semaine est en fait de 7 jours, le 7 c'est un chiffre symbolique, Dieu a fait le monde en 7 jours, Blanche-Neige des 7 nains, les 7 merveilles du monde, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi 7 jours pour la semaine, parce que dans l'esprit humain, c'est un chiffre qui est le chiffre de la totalité. Vous voyez, 3 c'est Dieu, 4 c'est l'homme, et du coup 3 et 4, 7. D'où le fait que le 7 c'est l'association du divin et de l'humain. Donc ça, pour nous, c'est l'image d'un cycle qui se boucle. Et cette évocation des semaines, on l'a trouvée aussi dans le pont Mirabeau. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni mes amours reviennent, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Donc, quand donc finira la semaine? Quand donc reviendrez-vous, Marie? Passe les jours, passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Donc, Marie ne reviendra pas. Vous voyez, si on associe le pont Mirabeau et Marie, la réponse à la question qu'il pose dans la strophe 1, quand donc reviendrez-vous, Marie? On l'a dans le pont Mirabeau. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Les amours passés ne reviennent pas, les amours manqués, les amours ratés, les amours perdus ne reviennent pas. Donc voilà, j'espère qu'on vous a bien déprimé avec ce poème. Vous pouvez chercher des ouvertures. Je vous en ai donné un certain nombre dans le poème. Vous voyez, il n'y a pas d'amour heureux d'Aragon, par exemple, chanté par Brassens. Vous pouvez aussi ouvrir sur d'autres poèmes du recueil, vous pouvez ouvrir sur la biographie d'Apollinaire, vous pouvez ouvrir sur le thème de l'amour malheureux comme thème poétique avec Marie-Noël ou avec d'autres poètes ultérieurs. Vous pouvez ouvrir sur la chanson,
sur le fait que cette thématique amoureuse, mélancolique, de l'amour, de l'association entre l'amour et la souffrance, c'est quand même quelque chose qu'on trouve de façon permanente dans les chansons. Donc vous chopez une chanson que vous aimez bien qui parle de ça, ça va pas être trop dur à trouver. Où vous parlez du style, en montrant qu'ici on a un poème qui est quand même assez régulier, mais que dans le reste du recueil, en fait, Apollinaire va alterner entre comme ça des formes régulières, un peu traditionnelles, faisant penser à des chansons la plupart du temps, et avec des formes beaucoup plus dérégulées, avec des vers libres complets. Mais en fait, ils ne sont pas du tout majoritaires, ces poèmes-là. Voilà, adieu jeunes gens.